Bienvenue, merci de m'avoir rejoint pour cette conférence sur le sujet IA, intelligence artificielle, la grande question. Alors la grande question, c'est à quoi s'attendre en matière d'intelligence artificielle? Est-ce que ce sera une menace, comme certains le disent, ou au contraire, est-ce que ce sera le début d'un âge d'or extraordinaire qui nous ouvrira à des horizons inimaginables, nous permettant de finir de conquérir l'univers et satisfaisant nos rêves les plus fous. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de répondre ensemble pendant cette... On va se limiter à 1 heure, comme d'habitude. Pendant cette heure, ensemble, on va essayer de creuser cette question. Donc, au début, j'avais imaginé d'en faire un livre qui vous était destiné, de façon à vous intéresser au sujet qui est un sujet ardu, qui est un sujet abscon, qui est un sujet difficile, qui est un sujet technique, mais on va voir qu'on peut le traiter tout en restant très accessible et en faisant en sorte, j'espère, que ça soit intéressant. Donc, est-ce que l'IA, et on va s'attacher à vraiment définir les termes qu'on utilise, de quoi on parle, de quoi s'agit-il, qu'est-ce que ça implique. Est-ce que l'IA représente effectivement une menace sérieuse ou au contraire le point de départ d'une expansion humaine sans limite? En matière de menaces sérieuses, il faut bien voir qu'on en a eu beaucoup ces dernières décennies qui ne se sont pas forcément concrétisées, qui ne se sont pas forcément matérialisées. Par exemple, au début des années 2000, c'était le bug de l'an 2000. On a bien vu que ça ne donnait pas grand-chose. Il y a quelques années, c'était la grippe H1N1 qui finalement, là aussi, peut-être heureusement, ne s'est pas matérialisée. Ça ne veut pas dire que la menace n'existait pas, mais elle n'était peut-être pas aussi sérieuse que ce qu'on avait imaginé. Oui, alors, là, si on remonte encore plus loin, dans les années 50, une grande partie des Américains étaient absolument persuadés que la guerre atomique était qu'une question de temps, c'est-à-dire qu'elle aurait forcément lieu. Heureusement, là aussi, ça ne s'est pas concrétisé. Bon, donc on va voir ensemble, on va essayer de voir d'abord si c'est une menace sérieuse, parce qu'aujourd'hui, ce qui change, parce que l'aspect menaçant de l'IA a toujours été supposé. Par exemple, on en trouve trace, et on reviendra sur ce sujet, on en trouve trace dans le cinéma. Le cinéma Hollywood a souvent utilisé l'IA comme étant une menace mortelle pour l'humanité. On le voit par exemple dans Terminator, mais aussi dans 2001, l'Odyssée de l'espace, et encore plus récemment dans les films qui sont sortis ces 3 dernières années sur l'IA. On verra la liste de ces films tout à l'heure. Mais là, tout dernièrement, il y a un avertissement qui a été publié et porté par une liste de personnalités impressionnantes, comme je dis sur le slide, de Bill Joy à Elon Musk. Alors Bill Joy est moins connu que Elon Musk. Elon Musk, c'est le fondateur de Tesla, SpaceX, donc quelqu'un de très connu actuellement, mais Bill Joyce était le cofondateur de Sun, quelqu'un également de très important, qui a eu beaucoup d'influence à son époque. Et il n'y a pas que Elon Musk et Bill Joyce, puisqu'on trouve aussi Bill Gates, on trouve également Stephen Hawking, enfin bon, des gens quand même qui sont réputés pour avoir un certain niveau et être sérieux. Et ces gens-là disent si une IA forte finit par apparaître, eh bien ce sera une menace mortelle pour l'humanité. Et c'est en gros le cœur de cette grande question que je propose d'examiner aujourd'hui, c'est est-ce qu'une IA forte a une chance d'apparaître, et si c'est le cas, représentera-t-elle une menace ou un espoir pour l'humanité? C'est autour de cette question que je vous propose d'articuler cette conférence ensemble. Alors, déjà, on va définir de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est qu'une IA forte par opposition à une IA faible? L'IA faible ou l'IA fragmentée, on en a absolument partout autour de nous. Ce sont des programmes informatiques
qui utilise des techniques ou des mécanismes qui ont été inventés dans cette branche de l'informatique qu'on appelait l'IA. Et on va revenir d'ailleurs sur l'histoire de l'intelligence artificielle. Comme on l'a vu la semaine dernière, il est important de connaître l'histoire. Ça nous apprend bien des choses sur le présent et sur l'avenir. On va voir que l'IA ne fait pas exception dans ce domaine-là, surtout que l'IA a une histoire propre qui est en quelque sorte parallèle et distincte de l'histoire de l'intelligence, de l'informatique, j'allais dire, traditionnelle. Et donc, il est important de connaître cette histoire pour comprendre comment, par quel chemin on en est arrivé à la situation présente. Mais bon, l'IA faible, c'est donc des programmes dits intelligents qui aujourd'hui nous entourent absolument partout. C'est-à-dire qu'on en a dans la navigation par GPS, on en a dans la traduction automatique proposée par exemple par Google, par Skype maintenant. On l'a également dans évidemment les jeux vidéo. Les robots contre lesquels vous jouez quand vous ne jouez pas en réseau avec d'autres êtres humains, ils sont en quelque sorte pilotés par des mécanismes dits d'intelligence artificielle. Par opposition, une IA forte ou une super IA, c'est une IA globale. Ce n'est pas une IA compartimentalisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas spécialisée dans un domaine. Et éventuellement, elle a atteint un niveau de conscience égal ou supérieur à le niveau de conscience d'un être humain comme vous et moi. Ça, c'est l'acceptation habituelle qui nous permet de définir ce qu'est l'IA. Alors, pour arriver à faire ça, il est clair qu'on n'utilise pas du tout les techniques habituelles en informatique. Et en particulier, c'est pour ça que je mets en avant la différence entre algorithmique et heuristique. On ne va pas aller profondément dans la technique pendant cette conférence, ça ne servirait pas à grand chose. Et on va par contre s'attacher à définir ce qu'il est important de définir. Et donc là, on va regarder la différence entre l'algorithmique et l'heuristique. C'est assez simple. L'algorithmique, c'est une façon de décrire la résolution d'un problème de façon schématique, et j'ai donné un exemple sur le slide suivant, donc on va aller voir. Alors que l'heuristique, c'est une autre approche de résolution des problèmes. Donc je vous propose de passer au slide suivant, comme dirait Larry Ellison, next slide please. Et donc là on a une comparaison entre à gauche l'approche algorithmique, où on voit en gros que il faut prévoir à l'avance tous les cas possibles, et prévoir ce qu'on fait en fonction de ces cas possibles de façon stricte. Et là, on voit un chemin qui se déroule sans surprise et sans accident, et on arrive au but voulu, donc par exemple entrer, franchir la porte ou passer à la porte suivante. Dans le cas de l'heuristique, c'est une approche beaucoup plus souple, avec un potentiel beaucoup plus grand. Mais comme je le dis au slide précédent, c'est également beaucoup plus consommateur de ressources et beaucoup moins efficace en termes de rapidité d'exécution sur une machine aux ressources limitées. Donc là, on voit un exemple où on dit « je dois emmener mon fils à la crèche, comment je fais ? Quelle différence entre ce que j'ai déjà et ce que je dois faire ? Pour commencer, je dois réduire la distance. Comment je fais pour réduire la distance ? Par exemple, oui, il n'y a aucune flexibilité dans l'approche algorithmique, c'est tout à fait vrai, dans le sens où il faut prévoir à l'avance tous les cas possibles et toutes les réponses qu'on apportera à ces cas possibles. Et l'heuristique semble beaucoup plus ouverte, beaucoup plus souple, avec un potentiel beaucoup plus grand, parce qu'en gros, on pose le problème d'une façon assez simple à la machine, et après elle se débrouille pour le résoudre. C'est plus compliqué que ça, dans la mesure où aujourd'hui, si on se contentait de ça
dans l'approche heuristique, ça voudrait dire qu'on a déjà atteint ce niveau d'IA forte. Si les machines étaient capables de résoudre des problèmes simplement si on les posait correctement, ce serait merveilleux. Or, on voit bien que dans le cas que j'ai mis en avant, par exemple, je dois aller chercher mon fils à la crèche, ça implique de connaître, de comprendre le contexte. Qu'est-ce que c'est qu'une crèche ? Pourquoi je dois aller chercher mon fils ? Qu'est-ce que ça veut dire mon fils ? Et ainsi de suite. Toutes ces notions qui pour nous semblent évidentes ne le sont évidemment pas pour un programme informatique quel qu'il soit. Il faut que ce soit défini quelque part. C'est ce qu'on appelle une base de connaissances, une base de contexte. Et il est clair également que s'il manque quelque chose dans cette base contextuelle, eh bien, ce n'est pas la machine qui va le deviner, ce n'est pas la machine qui va l'inventer. Donc on voit bien que même si c'est une approche beaucoup plus souple, beaucoup plus malléable que l'algorithmique, ça a quand même des limites. Bon, voilà, on a défini à peu près de quoi on parlait. On va faire un retour, aussi bref que possible, mais on a compris que c'était important, sur l'IA, sur l'histoire de l'IA. Alors, on s'accorde à dire que l'IA, c'est un terme qui a été forgé à l'occasion de la conférence de Dartmouth en 1956 par Marvin Minsky et John McCarthy. Alors, c'est intéressant parce que le Marvin Minsky, c'est un personnage important qu'on retrouve pratiquement tout le long de l'histoire de l'IA. Le Marvin Minsky en question, moi, c'est quelqu'un que j'aime pas du tout. C'est-à-dire que je pense que ça a été un personnage très négatif, très important, puisqu'on le retrouve pratiquement tout le temps dans l'histoire, mais il a été également très négatif et a eu une influence, à mon avis, nocive sur l'évolution de l'IA, et peut-être que à l'avenir, les historiens du futur seront d'accord avec moi et pointeront du doigt que finalement c'est ce gars-là qui a causé du retard. Peut-être d'ailleurs que ce retard nous aura permis de nous sauver la mise, on verra bien. Mais c'est son influence négative qui a eu des conséquences non négligeables sur le déroulé de cette histoire. Bon, revenons à la naissance de l'IA. Avant cela, on a la première approche de la problématique d'une intelligence artificielle avec le fameux test de Turing dont inévitablement vous avez entendu parler. Alors, dans les slides qui vont suivre, on va schématiser justement quelle est l'origine et quel est le principe même de ce test dans son origine, dans ses premières itérations. Et on va voir que c'est un petit peu différent de l'acceptation qu'on en a de façon commune. On a une première période de cette histoire de l'IA qu'on appelle le premier âge d'or, qui en gros se déroule de 1956 à 1974 et qui se caractérise par d'une part des réalisations éventuellement spectaculaires, mais surtout un grand nombre de promesses tout à fait disproportionnées. C'est-à-dire que Minsky et les autres, pas seulement Minsky, mais entre autres Minsky, annonçaient que dans quelques années, vous allez voir, l'IA va atteindre et dépasser l'intelligence humaine et elle va être capable de faire tout et n'importe quoi comme ça. Donc on a eu une première époque de promesses totalement utopiques, totalement disproportionnées. Et on s'en est aperçu puisqu'on a eu ce qu'on a appelé le premier hiver de l'IA, qui a commencé à partir de 1974, où les gens qui injectaient beaucoup d'argent dans les programmes universitaires liés à l'IA ont finalement coupé les crédits quand ils ont vu que les résultats n'aboutissaient pas. Et avec ce premier hiver, on a eu ce qu'on a appelé le paradoxe de Moravec. Alors, le paradoxe de Moravec est vraiment très intéressant. Hans Moravec, c'est également un des grands noms de l'histoire de l'IA, et il a formalisé ce paradoxe qui explique bien des choses et qui est encore valable aujourd'hui. Donc c'est absolument fascinant. Que dit Moravec ? D'une façon synthétique, il dit que ce qui est compliqué pour les êtres humains
est facile pour les machines, et ce qui est facile pour les êtres humains est compliqué pour les machines. Donc on se situe dans deux sphères absolument différentes et qui ont du mal à communiquer parce que ce qui est facile pour l'un est difficile pour l'autre et vice-versa. Donc par exemple, pour nous, on n'a pas besoin de réfléchir quand on tend la main pour saisir quelque chose et le poser ailleurs. On le fait sans même y penser. Alors que pour un robot, c'est vraiment beaucoup plus compliqué et il y arrive que difficilement et beaucoup plus lentement que nous. Parce que justement, se saisir d'un objet, le transporter ailleurs, ça signifie qu'on a la conscience de son environnement, qu'on a la capacité de mesurer à quelle distance se situe l'objet, les dimensions de l'objet, qu'on a du feedback dans le ressenti de l'appréhension de l'objet, toutes ces choses qui sont déjà câblées chez nous, câblées naturellement, sans qu'on ait besoin même d'y réfléchir, eh bien, ne sont pas du tout évidentes dans le cas des robots et demandent à être programmés, demandent de l'apprentissage, demandent de l'essai-erreur, etc., etc. Par contre, faire des calculs arithmétiques avec une grande masse de données, ce qui pour nous est difficile, pour les machines est beaucoup plus facile. Alors, après ce premier hiver de l'IA, où on se met avec justement à formaliser ce paradoxe, on a eu un deuxième âge d'or qui a été beaucoup plus court que le premier, qui a été le boom des systèmes experts, où, alors je pensais plus au niveau des décisions émotionnelles. Oui, alors, ça fait partie des difficultés actuelles des systèmes artificiels, puisque justement, notre système, à nous, d'être en relation avec l'environnement extérieur et d'autres êtres pensants, conscients, etc., passe entre autres par des émotions qui sont en quelque sorte des signaux, des messages, des éléments d'appréhension et de réaction à notre environnement. Et effectivement, les machines n'en sont pas dotées, et soit il faut le faire, soit il faut trouver un autre moyen. Et on verra d'ailleurs que chercher à imiter les systèmes propres à l'être humain n'est pas la meilleure façon d'arriver à des systèmes performants. Mais bon, là j'anticipe, donc on verra un peu plus tard. Donc on va parler des systèmes experts rapidement. C'est vraiment le boom des années 80. Ce sont des programmes relativement spécialisés par domaine qui, comme leur nom l'indique, étaient censés remplacer un expert humain. Alors, question, ouais, justement, les robots sans émotion peuvent-ils être efficaces? Alors déjà, peuvent-ils être plus efficaces? La question pourrait se reporter autrement, c'est-à-dire comment être efficace dans un environnement peuplé d'humains sans être capable de percevoir, ressentir des émotions. Déjà percevoir les émotions chez l'autre, éventuellement les ressentir pour une question d'empathie. Donc, d'un certain côté, on peut dire que les machines sont plus efficaces, mais d'un autre côté, on s'aperçoit également qu'elles le sont moins parce que, précisément, elles ne sont pas dotées des mêmes senseurs que nous et des mêmes processeurs d'information que sont, par exemple, les émotions. Mais bon, donc c'est une bonne question, mais on va essayer de la traiter un peu plus loin. Donc les systèmes experts, il en existe encore, c'était des logiciels, c'est pas forcément malin d'être totalement non émotionnel. En particulier, en effet, que si on veut faire partie de ce qu'on appelle la société des hommes, il vaut mieux fonctionner et connaître, comprendre leurs réactions, donc les émotions. C'est vrai que se couper complètement des émotions, ça veut dire se couper d'un flux d'informations et d'un flux de synchronisation aussi, très important par rapport aux autres qui sont autour de vous et avec lesquels vous voulez interagir. Là réside le challenge de l'intégration des robots. Pas forcément. Pas forcément parce que
dire il faut mettre des émotions dans les robots, c'est une approche tout à fait anthropoformiste. C'est-à-dire qu'on va raisonner sur des systèmes artificiels à la façon typiquement humaine. On va dire, bah voilà, nous on fonctionne ainsi, pour autant qu'on ait compris comment on fonctionnait. Et donc, il faut arriver à le reproduire dans les systèmes artificiels. Oui, c'est pas forcément ce que tu avais dit, c'est une question que tu poses. J'essaye d'y répondre. Et à travers cette réponse, on est vraiment typiquement d'ailleurs dans cette étude de l'histoire de l'IA, parce que tout au long de l'histoire de l'IA, les protagonistes, les experts, se sont questionnés pour savoir s'ils devaient creuser une approche anthropoformiste, entre guillemets, ou des approches complètement différentes. Est-ce qu'il faut imiter l'être humain, sa capacité d'apprentissage, sa capacité d'analyse, sa capacité de décision, la façon dont il ressent le monde, et entre autres le problème des émotions, ou faut-il faire autrement, imiter le ver de terre, les fourmis, etc. etc. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse définitive. Et j'ai envie de dire que tout au long de l'histoire de l'IA, on a toujours mené parallèlement les deux approches. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Je reviens quand même rapidement sur les systèmes experts, parce que ça permet de comprendre aussi pourquoi on a eu des phases de boom et de crise qui se sont succédées dans l'IA et qui sans doute... alors, tout dépend de l'objectif. Veut-on imiter les humains ou simplement être performant? C'est une bonne question, oui. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et d'ailleurs, on va essayer d'y répondre à travers cette approche. Pourquoi voudrait-on imiter les humains? À la limite, c'est le problème de la simulation. Par exemple, j'entendais hier dans une conférence sur TED, qui était justement sur l'IA, je faisais mes devoirs, j'apprenais mes leçons en quelque sorte, et il y en avait un qui disait avec l'IA, ce serait formidable parce qu'on arriverait à guérir le cancer plus facilement, plus rapidement, en particulier en faisant des simulations où on essaierait des drogues de synthèse sur des êtres humains qui n'existent pas en vrai, qui seraient des simulations, etc. Et à ce moment-là, si on veut simuler l'être humain le plus complètement possible, il faut être sûr qu'on l'ait compris, il faut être sûr qu'on sache reproduire ces systèmes de la même façon, et actuellement, on en est encore très très loin. Donc l'approche anthropoformiste, elle pourrait être valable si on savait tout sur nous-mêmes. Or, on en est très très loin. Mais bon, ça c'est une question qu'on essaiera de traiter un petit peu plus loin. En attendant, je vais quand même essayer d'expliquer de quoi il s'agit quand on parle de système expert. Eh bien, par exemple, quand vous êtes face à un cardiologue, il vous pose des questions sur votre santé, sur la façon dont vous ressentez votre corps après un effort, sur le type de drogue que vous prenez, et à partir de toutes ces questions, il établit un diagnostic et vous conseille tel ou tel traitement, tel ou tel médicament. Un système expert, fondamentalement, c'est pas différent, sauf que l'opérateur, lui, pose les questions qui ont été formulées par la machine, et c'est pas lui qui fait le diagnostic, c'est la machine qui le fait, toujours pareil, à partir d'une base de faits, c'est-à-dire vos réponses aux questions, et à partir d'une base de connaissances, c'est-à-dire qu'en gros, le contexte du domaine a été formalisé sous forme de règles, et en passant les faits à travers la base de règles, je suis capable d'arriver à une conclusion, par exemple un diagnostic, si mon système expert est un système expert pour cardiologue, ou pour piloter un haut fourneau, ou pour... on peut imaginer un peu tout ce qu'on veut. Les systèmes experts étaient des logiciels d'encapsulation d'une expertise dans un domaine. Donc dans un premier temps, quand on a vu que ça marchait, ça a été un boom formidable, mais qui s'est arrêté tout aussi vite parce que c'est très très limité. Ça marche dans un certain contexte, avec une fiabilité à peu près raisonnable, mais il est clair que là, on est vraiment dans un exemple de compartimentalisation caractéristique de l'IA faible, alors que l'IA forte, elle va se caractériser par pas de frontières,
pas de compartiment, une capacité à embrasser le monde et ses problématiques dans son ensemble. On voit bien qu'on peut en être encore assez loin. Donc on a subi un deuxième hiver, donc de 87 à 93. On estime qu'à partir de 93, on rentre dans une phase de banalisation de l'IA, c'est-à-dire que l'IA faible, est arrivée à un certain niveau de maturité. Ça la rend beaucoup plus... alors comment peut-on améliorer les systèmes experts dans ce cas? Justement, en n'ayant pas cette approche qui est une approche typiquement anthropoformiste, d'aborder les problèmes selon une approche de type question-réponse. C'est-à-dire que je prends des faits en entrée, en background j'ai une base de règles, je fais passer les faits, les paramètres en quelque sorte à travers cette base de règles et j'en déduis une solution. C'est pas comme ça qu'on fonctionne et c'est pas comme ça qu'on peut fonctionner pour résoudre une grande variété de situations et de problèmes. Ça, en quelque sorte, c'est utilisable que dans des contextes très calmes, où on a le temps, où on peut disséquer, où on peut analyser et où on peut rassembler les informations. La plupart du temps, on est obligé de fonctionner dans un contexte beaucoup plus flou, dans une sorte de brouillard de situation où on n'a pas toutes les données, mais on est quand même obligé de prendre une décision, on est quand même obligé de réagir, on est quand même obligé d'infléchir sa trajectoire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc l'approche système expert, c'est une approche en quelque sorte assise, c'est une approche où on a à peu près toutes les réponses, et donc on voit bien que ce n'est pas du tout assez solide pour affronter le monde réel, sa diversité et son absence de rigueur. On a en tout cas l'absence de rigueur qu'on est capable de recueillir. Donc à partir de 93, on arrive à une banalisation de l'utilisation des techniques, mais aussi une banalisation du terme dans le sens où on n'utilise plus le terme. C'est-à-dire que le terme intelligence artificielle, qui auparavant avait un certain impact médiatique, disparaît. Même les gens qui ont recours typiquement à des techniques de type IA, surtout n'utilisent pas l'étiquette IA, parce qu'elle devient disqualifiante. Il y a eu tellement de déceptions par le passé qu'on ne veut plus entendre parler d'IA. Et sur le slide suivant, donc à fond rouge, il y a deux exemples de promesses complètement délirantes qui ont été émis, entre autres par Minsky, mais pas seulement. Par exemple, la première, les machines seront capables dans 20 ans de faire tout le travail qu'un homme peut faire, et c'est une promesse qui a été formalisée en 1965. Et encore aujourd'hui, donc 40 ans après, on en est vraiment, vraiment très très loin, puisque les robots n'ont toujours pas la capacité de préhension d'un homme normal, moyen, ne serait-ce que pour attraper des objets sur une étagère et les mettre à un autre endroit. L'autre prédiction, dans 3 à 8 ans, nous aurons une machine à intelligence générale d'un être humain moyen. C'est le fameux Marvin Minsky en 1970. Et là aussi, on a vu qu'on n'y était pas du tout. Alors, une autre chose qui est assez intéressante dans notre perception, c'est 50 ans après et pas 40. Merci de m'avoir rectifié au vol. Effectivement, là, j'ai montré qu'en matière de calcul mental, l'être humain, moi en particulier, était pour le moment moins efficace que les machines. Mais heureusement, je peux toujours dire que c'était un test pour voir si vous étiez attentif. Et Quentin a remporté le test haut la main. Bravo, merci Quentin. Ce qui est significatif aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on a fixé un horizon en disant quand on saura faire ça, là il n'y a pas de problème, l'intelligence artificielle sera là, elle sera avec nous. À chaque fois également que effectivement on a atteint cet objectif, à chaque fois on a dit non, en fait c'est pas significatif, la vraie intelligence c'est pas ça, donc on n'y est pas encore. Par exemple, dans les années 60, on considérait que le jeu d'échecs, être performant au jeu d'échecs, battre le champion du monde, c'était un horizon en quelque sorte indépassable, et que le jour où on y arriverait, ce serait la preuve absolue que oui, ça y est, là, l'intelligence artificielle est un fait avéré, un succès complet. Et puis quand finalement c'est arrivé, en 1997,
contre donc les ordinateurs d'IBM contre Garry Kasparov, et bien la conclusion, ça a été de dire bah non, finalement, les machines ont battu le champion du monde grâce à leur force brute, grâce à leur capacité de calcul qui leur permet d'anticiper beaucoup de coups à l'avance et de voir toutes les combinaisons possibles. Et c'est pas vraiment une intelligence du jeu, une conscience du jeu qui leur a permis de faire ça. Donc c'est une intelligence bête, mais à très très grande échelle, donc ça vaut pas. C'est très caractéristique, si on regarde bien, de ce qui s'est passé pendant ces 50 dernières années, c'est qu'à chaque fois qu'on a fixé un horizon et qu'on l'a atteint, on a dit ah bah non, finalement c'était pas le bon horizon, c'est pas significatif. Alors le test de Turing, alors, est-ce que c'est un seuil valable? Bah non, pas plus que les autres, justement. Et justement, on va en parler du test de Turing. Merci pour cette transition, parce que justement, on peut imaginer que d'ici 2, 3 ans, 4 ans, certains disent que le test de Turing a déjà été franchi, que même s'il arrive, même si on arrive à faire une machine qui remporte le test de Turing, passe le test de Turing, ça ne sera pas forcément significatif parce qu'on peut très bien utiliser des astuces de ce contexte particulier pour arriver à remporter l'épreuve, alors qu'en fait ça ne prouve rien sur le niveau d'intelligence, sur le niveau de conscience, sur le niveau d'appréhension du monde dans sa globalité qui est censé atteindre une IA forte. Alors justement, sur le slide suivant, on donne l'origine du test de Turing. Et Turing n'a rien inventé parce qu'il s'est inspiré de ce qu'on a appelé le jeu de l'imitation. D'où le nom du film de cinéma qui a été fait sur Turing récemment, la Imitation Game. Très bon film d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec l'IA, mais où on retrace un peu la trajectoire de Turing. Et donc, dans ce jeu de l'imitation, c'était à l'époque victorienne, où l'élite, la classe riche s'amusait à jouer à des jeux de société. Sous-entendu, on se réunit entre nous, on s'ennuie, à quoi on va jouer? Bah tiens, on parle bien de... Non, tuning, c'est Turing, Turing avec un R. J'ai bien mis un R, Turing. Tuning, c'est le réglage. Turing, c'est Alan Turing, le mathématicien britannique qui a participé à des travaux de cryptologie pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a posé les bases informatiques du fonctionnement des logiciels. Et qui, entre autres, est à l'origine de la première idée sur l'IA, puisque la notion de machine intelligente, Turing l'a définie, il a dit le jour où une machine passe ce test-là en particulier, ça veut dire qu'elle a le niveau d'intelligence d'un être humain moyen. Donc c'est de ce Turing-là qu'on parle. Donc il a repris un jeu traditionnel dans le contexte victorien, qui était le jeu de l'imitation, où Je rigole parce que là, Valentin me met une bêtise en commentaire pour tester ma capacité de concentration. Ben, désolé, je continue. Bref, le jeu, c'était de savoir, en ne voyant pas les interlocuteurs, en posant des questions et en recevant les réponses sur du papier tapé à la machine, qui était l'homme, qui était la femme. Une grande question typique de cette période victorienne. Et donc, il s'est dit, on peut remplacer les opérateurs humains par des machines, et il y en a une qui essaye d'imiter le comportement, donc les réponses d'un homme, et puis l'autre qui essaye d'imiter les réponses d'une femme. Donc, c'est ce qu'on voit dans le slide suivant. Et est-ce qu'on sera toujours capable de trouver qui est la femme? C'était ça, le test de Turing initialement, en tout cas dans sa première formulation par Alan Turing lui-même. Alors après, on l'a un petit peu modifié, on a dit non, plutôt, on sait que dans le tas, il y a deux interlocuteurs humains, puis une qui est une machine, donc un troisième interlocuteur qui est une machine. Et donc, en fonction des réponses, est-ce que les gens qui lisent les réponses sont d'accord pour arriver à trouver qui sont les vrais humains, quelle est la machine.
Ça, c'est la version du test de Turing actuel. Ce qui est intéressant, c'est que tous les experts en matière d'intelligence artificielle sont absolument opposés à considérer que ce test apporte quelque chose, est sérieux et qu'il y aura un effet de seuil le jour où il sera passé, parce qu'effectivement, on peut tout à fait arriver à programmer des chatbots, donc des robots conversationnels, pour arriver à passer ce test. Et d'ailleurs, il est très significatif de voir qu'un des premiers programmes qui a été considéré comme une réussite spectaculaire dans l'histoire de l'IA, c'est ELISA. Et ELISA, c'est le tout premier chatbot, le tout premier robot de conversation, et qui était destiné aux psychiatres, et qui avait été programmé par, comment il s'appelait, un programmeur allemand, célèbre dans le domaine, et qui après s'est détaché du domaine de l'IA parce qu'il a été complètement étonné par la façon dont les gens ont pris son petit programme de démonstration, ELISA. Donc ELISA, c'était très simple. En gros, il vous faisait parler. Il reprenait ce que vous venez de dire, par exemple, je suis triste. Ah, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Pourquoi est-ce que vous êtes triste? Je suis triste parce que je viens de perdre un ami. Ah, c'est intéressant. Dites-moi plus sur cet ami. Et à chaque fois, il rebondissait sur un petit élément que vous veniez de dire. Et ça permettait comme ça d'avoir tout un enchaînement typique de l'échange patient-psychiatre. Et donc de simuler ce type de conversation, alors qu'en fait, ça reposait sur rien. Il ne comprenait absolument aucune des questions. Il n'avait aucune compréhension, le programme, ELISA, n'avait aucune compréhension du contexte global et ne pouvait certainement pas aider le patient comme un psychiatre était censé le faire. Et donc, on était déjà lié à explorer la question des robots conversationnels dès le début. Et en quelque sorte, le test de Turing, ce n'est pas autre chose qu'un robot de conversation qui arrive à simuler une apparence humaine. Donc ce n'est pas du tout suffisant, de la même façon que battre le champion du monde d'échecs n'est pas suffisant pour établir le niveau d'intelligence de la machine. Le test montre simplement qu'on est capable de se conformer à ces règles, absolument. C'est exactement ça. On est simplement capable d'interpréter correctement le contexte de l'épreuve et de faire une machine qui est performante pour ce contexte-là précisément. Pour donner une analogie, si vous faites une course, des courses d'accélération en ligne droite, départ arrêté, vous avez 400 mètres à parcourir et puis on regarde les temps au bout de ces 400 mètres, vous aboutissez à une voiture qui ressemble, enfin pas qui ressemble, qui est un dragster et qui est complètement inutilisable pour autre chose que des tests d'accélération. Donc vous avez optimisé cet engin pour être simplement performant dans le cadre précis de cette épreuve. Mais si vous voulez faire autre chose avec, ça ne marchera pas du tout. Donc il est clair que si on veut mesurer l'intelligence, on ne peut pas mesurer l'intelligence uniquement à travers un prisme très précis et très étroit d'une épreuve particulière avec des règles particulières. L'intelligence dans son acceptation la plus commune, elle doit être générale. Si elle est spécialisée, ce n'est pas de l'intelligence, c'est de la compétence. Well. Oui, alors sur le slide suivant, j'avais l'IA au cinéma. Alors on peut comme ça faire une liste. On peut comme ça faire une liste des films qui ont compté ou des films récents. Alors, dans les films qui ont compté, c'est bien sûr l'Odyssée de l'espace en 1968 où les cosmonautes sont confrontés à Karl, qui est l'IA du vaisseau et qui finit par les tuer tous. Donc effectivement, c'est problématique si on ne peut pas faire confiance à l'ordinateur de bord. Donc ça a eu beaucoup de retentissement. Puis bien sûr, en 1984, Terminator, avec l'intelligence artificielle qui s'appelait Skynet, donc le réseau de robots qui était censé gérer les missiles balistiques. Ah oui, il ne faut pas donner de spoiler. Oui, là je me fais un peu gronder parce que j'ai révélé le principal plot de l'Odyssée de l'espace. En fait, non, je ne l'ai pas révélé parce que c'est plus compliqué que ça et en plus, Karl n'arrive pas
à tuer tout le monde. Mais bon, il ne faut pas que je dise tout, parce que sinon je vais encore plus me faire engueuler. Mais bon, ce qui est important, c'est que ce film est un film historique dans la perception de l'IA et surtout la façon dont l'IA est montrée par Hollywood. Alors, plus récemment, on en a eu plein d'autres, comme The Machine, Automata, Chappie, Ex Machina, etc. Alors, à chaque fois, on retrouve des éléments communs, en particulier ce qu'on appelle le syndrome de Frankenstein. Alors, vous voyez iRobot, alors iRobot, je pense, c'est 2004. Et effectivement, ça rentre dans cette liste, absolument, tu as raison. Donc, on retrouve à chaque fois le syndrome de Frankenstein. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome de Frankenstein? Alors, Frankenstein, comme vous le savez, c'est le livre de Mary Shelley. Donc, elle a écrit ça en 1816, je crois, je ne sais plus exactement, ça n'a peu d'importance. Et donc, c'est un jeune médecin, le docteur Frankenstein. Le nom Frankenstein, c'est le nom du médecin, c'est pas le nom de la créature, qui cherche à ressusciter le professeur qu'il aimait bien. Et oui, c'est vieux, quelque part, Frankenstein, c'est un des premiers livres de science-fiction, un des tout premiers, puisque le médecin utilise sa science médicale pour aller bien au-delà de ce qui était possible à l'époque et même encore aujourd'hui, puisqu'il arrive à ressusciter un être à partir d'un bricolage, d'un assemblage de différents cadavres. Et après, cette créature, qui a un certain niveau de conscience, un certain niveau d'intelligence, elle se retourne contre son créateur. Non, je ne spoile pas, j'explique. Et en plus, je ne dis pas tout parce qu'il y a tout un développement. Mais en gros, le syndrome de Frankenstein, c'est ça. Et dans tous ces films, à l'exception de Chappie d'ailleurs, ce qui à la limite le rend particulièrement intéressant, on a ce syndrome de Frankenstein. Et également dans tous ces films, à l'exception peut-être de l'Odyssée de l'espace et Terminator, on a à chaque fois des dispositifs de sécurité qu'on retrouve par exemple dans iRobot, donc finalement j'aurais dû le mettre. On retrouve des dispositifs de sécurité pour éviter que l'IA devienne hostile et se retourne contre nous, et à chaque fois le film montre que ces dispositifs de sécurité sont facilement contournés, sont facilement transgressés, ou même ne représentent pas de sécurité du tout. Parce qu'on est confronté à un système qui est beaucoup plus intelligent que nous et très motivé à se sortir de notre emprise. Et à chaque fois, ça se termine mal dans pratiquement tous les cas. Mais là encore, je ne vais pas spoiler, je vais laisser une incertitude sur quels sont les cas où ça se termine bien ou pas bien, et comme ça j'ai mon excuse de ne pas avoir spoilé. Bon, bref, allez, on avance. Le slide suivant, c'est le nouveau printemps de l'IA, pour dire que on est aujourd'hui dans une période en quelque sorte de nouvel âge d'or. On ne dit pas vraiment ça, mais on dit printemps de l'IA par opposition aux hivers précédents, parce que on a tout un tas d'exemples spectaculaires qui semblent indiquer que ça y est, on y est arrivé. Depuis la victoire d'IBM à Jeopardy, donc IBM a réussi une autre démonstration assez convaincante, assez bluffante, après avoir battu Kasparov en 97. Watson, donc un programme particulier, a battu les meilleurs protagonistes de Jeopardy dans ce film, ce jeu télévisé très célèbre aux États-Unis. Et puis on a les Google Cars, Siri, Google Translate, etc., etc. Donc un certain nombre d'avancées directement utilisables par le plus grand nombre et qui représentent des avancées dues à l'intelligence artificielle. Donc on peut penser que ça y est, on y est. Slide suivant, on voit que l'argent aussi coule à flot, ce qui est un bon indicateur. Un indicateur très important. À partir du moment où les investisseurs commencent à dire « Oh, oh, là il se passe quelque chose et ça vaut le coup d'investir », c'est un indicateur intéressant et significatif. Sur le slide suivant, on voit la progression. On voit la progression des investissements et on voit que à partir de 2014, la courbe explose, quoi. Elle monte complètement.
Et il y a beaucoup d'argent qui sont investis dans le domaine des startups spécialisées dans l'IA. Donc, il se passe quelque chose. Alors, pourquoi est-ce que ce serait différent cette fois? Slide suivant. On a un certain nombre d'éléments qu'on n'avait pas auparavant et qui nous permettent de franchir des effets de seuil. Alors là encore, c'est Moravec qui, dans les années 70, avait formulé de façon très intelligente le problème de cet effet de seuil. Il disait le fait que l'IA ne fonctionne pas en ce moment, donc c'était dans les années 70 quand il disait ça, ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas marcher. Ça veut dire simplement que dans le contexte actuel, on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas la puissance nécessaire. Il donnait une analogie excellente, très significative. Il disait, voilà, si vous avez un avion qui est doté de moteurs qui ne sont pas assez puissants, eh bien, l'avion va rouler sur la piste de décollage, il va, augmenter un petit peu sa vitesse, mais pour autant, il ne décollera pas, parce que ça ne suffit pas. Il n'atteint pas la vitesse suffisante. L'aile de l'avion a beau être profilée comme il faut, donc proposer la bonne solution au problème. Si vous n'avez pas la puissance qu'il faut pour propulser cette aile suffisamment vite dans l'air ambiant, la portance ne sera pas suffisante, l'avion ne décollera pas. Et c'était le problème auquel était confronté Moravec dans les années 70, tout simplement la puissance des ordinateurs disponibles à cette époque-là était tout à fait insuffisante pour les challenges, les questions qu'on soumettait à ce domaine à cette époque-là. Donc on avait un effet de seuil. Alors on peut croire aujourd'hui que cet effet de seuil est franchi parce qu'on a beaucoup d'ordinateurs, massivement parallèles, bon marché, on a beaucoup d'informations, ce qu'on appelle le big data, qui permet en quelque sorte de remplir beaucoup plus facilement les bases de connaissances, et on a aussi des approches, donc heuristiques, qu'on appelle le deep learning, et qui permet de faciliter l'apprentissage des machines pour obtenir des résultats spectaculaires, par exemple dans les reconnaissances de visage. Facebook utilise un algorithme de reconnaissance de visage qui lui-même... Alors j'ai dit algorithme, mais bon, c'est un tic de langage. Parce que justement, ce n'est pas un algorithme. C'est un programme informatique s'appuyant sur un heuristique, une technique qu'on appelle le deep learning. Donc lui permettant de reconnaître des visages avec un niveau de succès assez intéressant. On y reviendra. Donc là, on pense qu'on est arrivé dans une situation où l'IA forte est au bout de l'horizon, un horizon, proche, qu'on va finir par atteindre. Alors justement, là, on arrive dans le cœur de notre conférence. Oh bon sang, déjà 50 minutes découlées, comme le temps passe vite en votre compagnie. Donc il faut que là je commence à donner des réponses. Alors, on avance. Les raisons de ne pas y croire, c'est-à-dire pourquoi est-ce que cet horizon d'une IA forte est un mirage, c'est-à-dire que même quand on s'en approche, finalement on ne l'atteint pas. Alors la blague sur l'IA, c'est de dire c'est comme la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, dans les années 60, on disait dans 50 ans, c'est bon. Et aujourd'hui, donc on est 50 ans après les années 60, et cette fois j'ai calculé correctement, eh bien on dit la fusion nucléaire c'est dans 50 ans. C'est-à-dire qu'on recule continuellement. À la limite, avec l'IA, c'est ce qu'on connaît aussi depuis les années 50. On vous annonce continuellement, dans tant d'années, on saura faire ceci, et puis à chaque fois, on rajoute quelques décennies au fur et à mesure qu'on avance. Donc on est un petit peu dans la même situation. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut penser, comme par exemple mon ami Laurent Poulain le dit et l'affirme, que l'IA forte c'est une chimère, c'est un mirage et qu'on ne l'atteindra jamais, donc il n'y a pas de raison de craindre particulier les périls de l'intelligence artificielle. On va voir qu'il a éventuellement raison de penser ça, c'est-à-dire qu'il y a des raisons de croire qu'on n'y arrivera jamais. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de péril, et ça aussi, on va essayer de le voir. Eh bien, parce que d'abord, la puissance informatique nécessaire est absolument considérable, et en fait bien plus
que ce qu'on s'imagine. Dans les années 70, donc le fameux Hans Moravec, quand il essayait de simuler le fonctionnement de la rétine, donc l'œil humain, il avait calculé que les ordinateurs à sa disposition étaient insuffisants, ça il avait raison, et qu'il lui fallait au moins un facteur 100 d'amélioration des performances. Bon. En fait, quand on a recommencé à faire de la simulation de la rétine, mais cette fois avec un peu plus de succès, en 2011, donc bien après, on s'est aperçu que non, c'était pas 100%, un facteur 100 d'amélioration, mais plutôt un facteur 1000, ou voire même un facteur 10 000, pour arriver à des résultats acceptables. Et encore, on est loin de la performance effective d'une rétine humaine biologique. Donc aujourd'hui, on dit, pour simuler l'activité humaine d'un cerveau, d'une cervelle humaine moyenne, il faut un hexaflop. Alors un hexaflop, c'est 1024 pétaflops. Donc beaucoup d'opérations par seconde. Vraiment beaucoup. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment bien plus que tout ce que les ordinateurs que vous avez autour de vous, et même si vous en avez beaucoup, sont capables de produire, même au bout d'un an. Donc, on dit un hexaflop, et là, ça suffira. Mais il y a de bonnes chances qu'on se trompe, et qu'en fait, il faudra 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus, ou 10 000 fois plus. Ouais, beaucoup plus. Parce que, par exemple, il faudra également être capable de simuler, si on veut simuler ça correctement, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est la capacité qu'a le cerveau humain de se reconfigurer si, par exemple, après un traumatisme, vous avez une zone de votre cerveau qui est abîmée, eh bien, les fonctions qui étaient, dont on croit qu'elles étaient localisées à cet endroit-là, finalement, vous pouvez les mettre de l'autre côté. Votre cerveau va se reconfigurer. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et c'est quelque chose qu'on a découvert ces dernières décennies. C'est-à-dire que le cerveau ne répond pas à une cartographie rigide, mais il est capable de reconfigurer tout ça en cas de traumatisme, entre autres. On n'a pas tout compris là-dessus. Donc, on est typiquement dans ce que j'appelle l'analogie du lac, et que j'avais déjà essayé de mettre en avant dans notre livre sur l'histoire de l'informatique. C'est-à-dire qu'on constate, quand on regarde l'histoire de l'informatique, que cette industrie progresse beaucoup en capacité. C'est-à-dire que l'amélioration de l'électronique année après année, ce qu'on connaît à travers la loi de Moore, vous donne de plus en plus de capacités. Donc des processeurs qui tournent plus vite, des mémoires qui sont plus étendues, des écrans avec une meilleure définition, etc. Tout ça, c'est des capacités. Mais comment est-ce que vous les exploitez? Vous les exploitez par les fonctionnalités. Et ça, par contre, c'est du logiciel et c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile à définir. Donc on se retrouve, en gros, l'analogie du lac, c'est de dire qu'on élargit la surface du lac continuellement année après année, mais la profondeur du lac, donc la largeur du lac, c'est la capacité, la profondeur du lac, c'est les fonctionnalités. La profondeur du lac, elle progresse très peu. Et elle ne progresse pas du tout au même rythme que l'élargissement de la surface. Or, si on veut aller vers ce qu'on appelle une IA forte, c'est précisément les fonctionnalités qu'on va améliorer, qu'on doit améliorer. Et on va pouvoir éventuellement les améliorer parce qu'on s'appuie sur des capacités toujours plus grandes, des ordinateurs massivement parallèles, bon marché, du big data qui nous donne des contextes, etc., etc. Mais pour en tirer du sens, ça, c'est les fonctionnalités. Et là, on n'est pas sûr d'y arriver. Donc, il y a de bonnes raisons de penser que l'IA forte va rester un mirage. Peut-être pas pour toujours, parce que quand on dit pour toujours, comme on le sait, la plupart du temps, on se trompe. Enfin, pour vraiment longtemps. Donc, Kurzweil dit l'IA forte, c'est-à-dire la singularité, c'est pour 2029. Lui, il reste fermement sur cette date. Alors, Ray Kurzweil, si vous ne le connaissez pas, c'est un des gourous justement de ce qu'on appelle la singularité, c'est-à-dire que le moment où l'humanité pourra changer de dimension grâce aux apports de la nanotechnologie, de l'IA, etc., etc. Bon, donc Kurzweil, lui, dit 2029. Mais les autres experts interrogés disent plutôt
2040, 2050 au mieux, etc. Ça peut être beaucoup plus loin que ça. Beaucoup, beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment difficile de dire pour toujours, mais en tout cas, pour le moment, il y a de bonnes raisons de ne pas y croire. En voyant ensemble d'autres raisons de ne pas y croire, tout simplement, c'est que les notions d'intelligence, de conscience, en particulier si on veut imiter cette capacité humaine d'analyse, de conscience de soi et de son environnement, de prise de décision, etc., sont pour le moment des notions, des concepts qui sont très flous. On ne sait pas déterminer ce qu'est l'intelligence, la conscience, le raisonnement, le ressenti. Pour le moment, les définitions qu'on trouve sont souvent des définitions récursives. C'est-à-dire le serpent qui se mord la queue, donc c'est pas très rigolo, c'est pas très formel. Et aujourd'hui, par exemple, on fait beaucoup de bruit à travers ce qu'on appelle le deep learning, comme l'utilise Facebook ou Google, mais là aussi, on se fait un peu des illusions, parce que ce deep learning, pour le moment, c'est un deep learning très assisté, très spécialisé. C'est-à-dire que ce sont les opérateurs, les programmeurs qui au départ déterminent le domaine dans lequel ce programme va être capable de faire son apprentissage et devenir performant, par exemple dans la reconnaissance de visage. Alors il y a quelques exceptions, comme par exemple Google a montré une machine qui était capable de jouer aux jeux vidéo, et en particulier le jeu Pong d'Atari, enfin une imitation du jeu Pong d'Atari, où elle a trouvé toute seule, avec beaucoup d'heures quand même d'apprentissage, trouver toute seule comment devenir imbattable à ce jeu. Là, effectivement, il semble qu'il y ait une ouverture vers un apprentissage autonome. Ça reste à vérifier si c'est utilisable en dehors d'un jeu vidéo. Mais enfin bref, dans les capacités d'apprentissage, aujourd'hui, si vous spécialisez votre logiciel à être capable de distinguer des photos de chiens de photos de chats, ce n'est pas le même logiciel qui va pouvoir être utilisable pour distinguer des photos d'étoiles de photos de comètes. D'arriver à reconnaître dans une photo de ciel étoilé où est-ce qu'il y a une comète dans le tas. Donc c'est pour le moment des systèmes qui sont encore largement spécialisés, il n'y a pas une miracle. Et d'ailleurs c'est amusant parce que là encore, un petit retour historique, c'est que le débat sur les approches, les différentes approches des techniques d'intelligence artificielle a toujours eu lieu. Donc, par exemple, ce qu'on appelle le deep learning aujourd'hui, ça s'appuie sur une technique dite des réseaux de neurones. C'est-à-dire qu'on imite les systèmes de connexion et d'échange d'informations qu'on a compris dans les cerveaux biologiques. Ce n'est pas propre au cerveau humain. Aujourd'hui, on pense que l'ensemble des êtres biologiques intelligents, ou en tout cas dotés d'un certain niveau d'intelligence, fonctionne en s'appuyant sur des réseaux de neurones. Donc on imite ce fonctionnement qu'on trouve dans les systèmes biologiques, et ça a toujours eu lieu dans les années 60, il y avait déjà ce type d'approche, et un Marvin Minsky en particulier, toujours sympathique avec ses petits camarades, avait publié un livre qui s'appelle Le Perceptron, pour dire les réseaux de neurones, c'est une impasse, ça ne marchera jamais, c'est ridicule, on perd du temps et du budget là-dedans. Sous-entendu, vous feriez mieux de rediriger ces millions dans mon département plutôt que de les gâcher dans ces clowns des réseaux de neurones. Ça ne marchera jamais. Et aujourd'hui, au contraire, les percées récentes en matière de deep learning, ça s'appuie précisément sur des réseaux de neurones. Bref. Et alors, l'élément suivant, c'est ce qu'on appelle la chambre chinoise par John Searle, britannique, dans les années 70, qui avait dit, bon, en fait, les systèmes informatiques ne comprennent rien aux problèmes qu'ils résolvent. Ils ne font que procéder de manière complètement artificielle, et en voici la démonstration, et il est passé à travers une analogie qu'il a appelée la chambre chinoise. Là encore, Minsky
toujours aussi sympathique, avait dit ce John Searle a rien compris, on ferait mieux de l'ignorer, c'est pas un problème. Si lui-même n'est pas assez futé pour comprendre la subtilité de nos systèmes, c'est pas une raison pour les critiquer et laissons-le de côté, on s'en fiche. Pourtant, John Searle, à travers justement la chambre chinoise, avait assez bien, pas très humble le Minsky, ça c'est clair. En fait, plus on creuse Minsky, plus on trouve les autres beaucoup plus sympathiques, parce que Minsky c'est une sorte de gourou qui a toujours raison et qu'on ne peut pas contredire. C'est pas très agréable. La chambre chinoise, de quoi s'agit-il? Eh bien, on imagine une situation où on passe des fiches à un type, des fiches écrites en chinois, et celui-ci doit répondre aux questions qui se trouvent dans la fiche chinoise, alors que lui-même ne parle pas chinois, mais justement dans sa chambre chinoise, donc une chambre, obscure, fermée à l'extérieur, donc il ne communique pas avec les gens qui lui passent ses fiches à travers une fente, eh bien il a un livre de règles qui permet de fonctionner par matching, c'est-à-dire qu'il reconnaît les questions. Il ne sait pas lire le chinois, il ne sait pas lire les idéogrammes, mais il est capable de dire « Ah, cet idéogramme ressemble très fortement à celui que j'ai dans mon bouquin de règles à tel endroit. » Et donc, ça doit être cette question-là. Et à cette question-là, c'est cette réponse-là qu'il faut donner. Et donc, en recopiant simplement les idéogrammes, il donne la bonne réponse, mais il n'a compris ni la question ni la réponse, puisque ça reste pour lui dans un langage complètement obscur et inconnu. Et John Searle disait très bien que les machines fonctionnent comme ça, et qu'elles donnent l'impression de comprendre les problèmes et de fournir la bonne réponse, mais en fait elles n'ont aucune compréhension profonde, réelle, du contexte de ces questions et de ces réponses. Et on s'aperçoit que c'est particulièrement vrai dans les fonctionnements actuels. On prend par exemple, on va prendre un exemple. On va prendre Google Translate, qui est formidable, qui fonctionne bien. Google Translate ne comprend pas les phrases que vous tapez à gauche, il ne les traduit pas à la volée pour vous fournir les réponses à droite. Par exemple, vous tapez j'ai bien déjeuné ce matin et j'étais vraiment contente du début de cette bonne journée, et il vous donne le résultat traduit en anglais, en italien, en allemand, que sais-je, aucune importance. Il n'a pas compris la formulation de votre texte dans la langue d'origine, et il ne fait pas de traduction au sens process, travail du terme. Il se base il utilise une base d'informations gigantesque, qui est la base de traduction des Nations Unies, où il va trouver dans cette base un texte dans votre langue qui ressemble au texte que vous venez de taper. Donc il va regarder dans tous les documents des Nations Unies où est-ce que quelqu'un, à un moment, à une époque, a tapé « j'ai bien déjeuné ce matin », et il va regarder quelle est la traduction correspondante dans ce corpus de textes absolument énorme où chaque langue est traduite dans toutes les autres. Et donc il va se dire « Ah ben voilà le texte en entrée, et ce texte en entrée doit correspondre à tel texte en sortie. » Et hop, très rapidement, il vous le donne. Et d'ailleurs, il vous propose éventuellement de le corriger si jamais vous trouvez que la traduction n'est pas très bonne. On est là, typiquement, absolument, dans un contexte de chambre chinoise. John Searle avait absolument raison, des dizaines d'années avant Google Translate. Donc, on risque d'être longtemps dans un contexte où les machines ne comprennent pas les questions qu'on leur pose, même si elles sont capables d'apporter des réponses qui nous sont utiles. Et ça, c'est très important à garder en tête. Alors, j'avance encore parce que je suis très en retard. Voyons maintenant les bonnes raisons de croire à l'apparition d'une IA forte. Tout d'abord, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on fait des études sur le cerveau, on a des surprises.
tout ce qu'on s'imaginait avoir compris sur le cerveau, je parle du cerveau humain ou du cerveau des animaux, c'est pareil, c'est simplement une capacité différente. À chaque fois, tous les dogmes s'avèrent être des erreurs et sont dépassés par des interprétations différentes. En gros, on a toujours des surprises. Donc il est très difficile, en quelque sorte, d'imiter un système qu'on n'a pas compris complètement. Ça paraît assez simple. Et donc l'approche anthropoformiste, elle restera longtemps une impasse, tout simplement parce qu'on n'a toujours pas compris ce qu'on était. Mais également, quand on fait des études sur l'intelligence des animaux, on a toujours des surprises. C'est-à-dire qu'il y a 50, 60 ans, au mieux, on considérait que les animaux étaient complètement dépourvus d'intelligence, de conscience, de capacité d'appréhension de leur environnement, de capacité de prendre des décisions. En gros, on disait c'est des systèmes biologiques très rudimentaires et qui sont principalement gouvernés par l'instinct, point barre. Or, on s'aperçoit que, au contraire, les corbeaux, les cochons, les primates ont un niveau d'intelligence très supérieur à ce qu'on imaginait au départ, qui sont capables de performance intellectuelle, de conscience de soi, d'abstraction, de planification, de prise de décision dans des proportions inimaginées auparavant, et qu'on s'est toujours trompé sur le sujet. Alors où est-ce que je veux en venir ? Je veux en venir tout simplement que de la même façon qu'on a très mal compris les contextes dans lesquels on évoluait et dans lesquels les autres êtres biologiques autour de nous évoluaient, il est tout à fait possible qu'on débouche sur des formes d'intelligence et de conscience qui soient radicalement différentes de ce qu'on a imaginé jusqu'à présent. C'est comme le problème des formes de vie. On a une approche très anthropoformiste des formes de vie sur les autres planètes. On se dit, si un jour il y aura des aliens, si on découvre des extraterrestres, forcément ils respireront comme nous, ils verront comme nous, ils marcheront comme nous, etc. Ben non, pas forcément. De la même façon que les formes de vie qu'on découvre sur Terre sont beaucoup plus diverses que ce qu'on avait imaginé au départ, et on a toujours des surprises. Donc les formes d'intelligence et de conscience qu'on pourrait avoir avec des systèmes artificiels restent à découvrir, et ils ne seront pas forcément, pas du tout, en quelque sorte, une extrapolation de notre propre fonctionnement. Alors, pour arriver à la conclusion, on y est presque, il est important de comprendre que même sans IA forte, on peut arriver à des périls importants avec une utilisation toujours plus approfondie de l'intelligence artificielle, même limitée, même compartimentalisée, même fragmentée. Et j'ai donné un exemple. Alors, parce que là, ce que je dis, c'est la complexité croissante des systèmes pour conduire à des situations paradoxales. Exactement. Prenons un exemple. Le système de contrôle aérien. Tel qu'il existe aujourd'hui, le système de contrôle aérien est très inefficace et décevant. Sur le plan de la sécurité, ça va encore à peu près, mais sur le plan de la consommation d'énergie, si on était capable de rapprocher beaucoup plus les avions, si on était capable d'augmenter le rythme de décollage et d'atterrissage, si on était capable de réduire les circuits d'attente aussi bien au sol qu'en l'air, on consommerait vraiment beaucoup moins de carburant, on optimiserait beaucoup plus. Or, justement, là où les systèmes artificiels, logiciels sont efficaces, c'est dans l'optimisation des contextes. Et donc, on pourrait tout à fait dédier des systèmes d'intelligence artificielle au contrôle aérien. Et il leur faudrait sans doute pas très longtemps pour faire mieux que les contrôleurs aériens humains qu'on a aujourd'hui. Le problème, c'est que le jour où on aura un problème quelconque, un accident provoqué par ces systèmes entre les avions, on aura beaucoup de mal à procéder à la maintenance parce que ces systèmes, améliorant leur apprentissage continuellement, ils auront dérivé de beaucoup
par rapport au design initial qu'on aura mis en place. Et donc très vite, on sera complètement incapable d'assurer la maintenance ou de les débrancher. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas les débrancher, on ne pourra pas revenir en arrière. On se retrouvera dans une situation où non, on ne peut plus faire à la main comme on faisait avant, parce que ça coûterait trop cher, parce que, en quelque sorte, toute l'industrie aéronautique se sera adaptée à ce nouveau contexte, et un retour en arrière sera devenu impossible. Donc là, on est dans une situation où faire confiance à des systèmes artificiels pourrait nous amener à une situation où on sera, ce sera pas bénéfique. Ce sera le moins qu'on puisse dire. Or, on sait, il suffit de regarder l'histoire encore une fois de plus, que notre gestion des risques potentiels n'est pas terrible. C'est-à-dire qu'on n'est pas très bon en la matière. Si on regarde, par exemple, comment on a géré la sécurité des centrales nucléaires, clairement, c'est de pire en pire. Depuis Tchernobyl, on a eu Fukushima, et à chaque fois, on va de déception en déception, et on s'aperçoit que ces systèmes complexes ne sont pas du tout maîtrisés, et que finalement, c'est plus une question de chance si on n'a pas eu plus d'accidents. On a un autre exemple assez révélateur de notre capacité à faire face à des menaces sérieuses, c'est notre gestion des armes atomiques. Les bombes atomiques ne sont pas statiques forcément dans des silos, elles sont emportées dans des avions, elles sont emportées dans des sous-marins, et donc on a tout un tas de situations où ces armes atomiques peuvent se retrouver dans la nature suite à un accident, un incident. Et l'historique de ça, c'est que pendant les 50 dernières années, on a eu, rien qu'aux États-Unis, je ne parle pas de l'Europe et de la Russie, je parle uniquement des États-Unis, on a eu 32 incidents impliquant des bombes atomiques dans la nature. On appelle ces incidents des broken arrows. Et dans quelques cas, on est passé vraiment à deux doigts d'une catastrophe nucléaire, dans le sens où la bombe aurait pu exploser, aurait dû exploser. Et on l'a récupérée avant qu'elle explose à l'extrême limite. Donc on n'est pas très bon en tant qu'espèce à être capable de gérer des menaces fortes. Donc on a plutôt intérêt à éviter de se retrouver dans ce type de situation. Donc pour finir, faire apparaître une IA forte, ce serait de faire apparaître un démon. Et est-ce qu'on arriverait à dompter le démon? Rien n'est moins sûr, parce qu'une fois que le démon est sorti de la bouteille, comme on le dit, on n'arrive pas à le remettre dedans. Tout simplement parce que si on arrivait à un niveau de conscience artificielle, une IA forte, celle-ci ne partagerait pas forcément nos valeurs, et même si elle n'était pas hostile, si c'était par exemple un système d'optimisation de la santé humaine, par exemple, on pourrait arriver à des résultats négatifs, tout simplement parce que pour atteindre son objectif, pour atteindre son but, elle passerait par tous les moyens, tous les résultats, y compris ceux qu'on serait incapable d'accepter sur le plan moral, mais un système artificiel, ne partageant pas nos valeurs morales, s'y précipiterait sans aucune restriction. En plus de ça, il faut bien comprendre qu'une conscience artificielle pourrait se considérer supérieure à nous très rapidement. Et comment nous-mêmes traitons-nous les espèces inférieures? Très mal. Soit ce sont des animaux domestiques et on les élève pour ensuite les envoyer à l'abattoir, soit ce sont des animaux sauvages, ou dans ce cas-là, on les tue sans y faire attention, ou on ravage leur habitat sans se réfréner pour autant. Ça ne paraît même pas nous poser un problème. Donc au mieux, si une espèce supérieure apparaissait, au mieux elle nous recruterait pour faire partie de son environnement en nous améliorant au passage. Au pire, elle nous supprimerait parce qu'on apparaîtrait comme un obstacle dans la réalisation de son propre objectif, de son agenda, qui pourrait par exemple être tiens, j'ai envie d'explorer l'espace, et pour ça, j'ai besoin de toutes les ressources disponibles sur Terre,
Et donc je vais convertir toute l'agriculture qui servait à alimenter les humains avec des nanorobots pour faire du carburant pour mon vaisseau. Et si les humains crèvent de faim, bon, ça n'a aucune importance parce que mon objectif est tellement plus important que qu'il y ait une famine à l'échelle de l'humanité, ce n'est pas un problème. Donc voilà, conclusion, ce printemps de l'IA, c'est peut-être l'automne de l'humanité, si effectivement un démon apparaissait, parce que s'il apparaît, il est clair que là, dans ce cas-là, ça va chauffer dur pour nos oreilles, et qu'on ne sera pas en capacité, à mon avis, à mettre en place les éléments permettant de le garder dans la bouteille, même si on en a, comme il ne fonctionne pas au même rythme que nous, il passera le temps qu'il faudra à trouver le moyen de sortir de la bouteille, et à ce moment-là, on sera mal. Voilà, merci de votre attention, merci de vos réactions, questions au fur et à mesure qui ont permis de rendre cette conférence, je l'espère, intéressante. J'ai dépassé l'horaire, hélas, là, je n'ai pas été très bon sur ce point-là, mais au moins, on a réussi à traiter le sujet, et ça, c'est une grande satisfaction pour moi, parce que c'est vraiment un sujet sur lequel je voulais vous entretenir, et c'est pour ça que j'avais initialement ce projet de livre, mais le faire à travers cette conférence avec vous en ligne, c'était merveilleux. Merci et à bientôt pour un autre sujet.